Bienvenue sur Astro-Roche, je suis Julien Sercourt, chargé de communication sur les astéroïdes. Ce podcast est effectué en compagnie du Dr Patrick Michel, directeur de recherche au CNRS, au laboratoire Lagrange de l'Observatoire de la Côte d'Azur, Université Côte d'Azur. Patrick est également l'auteur du livre « À la rencontre des astéroïdes » chez Odile Jacob. Ce podcast est dédié aux astéroïdes, à leur importance scientifique et aux moyens de se protéger du risque d'impact, autrement appelé la défense planétaire. Dans ce podcast, nous abordons, avec Patrick Michel, une question primordiale. Les astéroïdes de simples cailloux ? Alors, en fait, c'est ce qu'on pensait. C'est-à-dire que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, finalement, on pensait que ces petits rochers étaient des simples cailloux dans l'espace, puisqu'ils ne font que réfléchir la lumière qui provient du Soleil sur leur surface. Et comme ils sont petits, ils sont faiblement lumineux. Et on a longtemps pensé que c'était des petits cailloux peut-être sans intérêt. En réalité, il faut d'abord rappeler que ce sont les restes des briques qui ont formé nos planètes. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter il y a 4,567 milliards d'années. C'est facile, 4, 5, 6, 7. Donc 4,567 milliards d'années, il y a très très longtemps, dans une galaxie qui est la nôtre en fait, notre Soleil naissait, autour duquel évoluait un disque de gaz et de poussière. Ce qu'on appelle un disque protoplanétaire. Et c'est dans ce disque de gaz et de poussière que les poussières ont commencé à rentrer en collision les unes avec les autres pour faire grossir des corps de plus en plus gros. Et certains ont grossi jusqu'au stade de planète, mais d'autres, en fait, sont restés à des tailles kilométriques, centaines de kilomètres, et se sont parqués entre Mars et Jupiter. Et ont constitué ce que l'on appelle maintenant la ceinture des astéroïdes. Alors on verra certainement dans un prochain podcast que tout ne s'est pas passé aussi tranquillement que ce que je le dis. Mais en gros, le scénario est celui-là. On a des corps qui ont grossi, certains n'ont pas grossi au stade de planète, et ce sont ces restes des briques planétaires que l'on appelle les astéroïdes. Alors ils ont un avantage par rapport aux planètes, c'est que si on veut remonter le temps et reconstruire une histoire du système solaire, il faut partir des bons ingrédients. Et la composition initiale de ces ingrédients a été perdue dans les planètes, puisque les planètes sont grosses, donc elles ont chauffé, elles se sont transformées chimiquement, et finalement les ingrédients qui les constituent n'ont plus la composition qu'ils avaient à l'initiale. Les astéroïdes, eux, sont restés suffisamment petits pour ne pas avoir subi ces processus, et donc ont gardé cette composition initiale des ingrédients qui ont formé les planètes. Donc en gros, ils nous offrent l'accès à la recette de fabrication des planètes. Donc ça, c'est pour situer un petit peu l'intérêt de ces objets et le fait que, plutôt que d'être des simples petits cailloux célestes, ce sont en fait des morceaux de rochers qui sont extrêmement riches en histoire du système solaire. Par ailleurs, en fait, ce dont on s'est aperçu en les étudiant, c'est qu'ils nous montrent une incroyable diversité, déjà en termes de taille, puisque le plus gros, qui s'appelle Cérès, fait 950 km de diamètre. C'est d'ailleurs le premier qui a été découvert, puisque c'est le plus gros, c'est le plus lumineux. Donc entre Mars et Jupiter, en 1801, l'astronome Piazzi à Palerme, le 1er janvier, les astronomes ne font pas forcément le réveillon, il a découvert cet astéroïde et on s'est demandé si ce n'était pas la planète qui manquait entre Mars et Jupiter, puisqu'il y avait une grande zone de vide et une loi purement mathématique prédisait l'existence d'une planète à cette distance-là. Et puis très vite, on a découvert avec les télescopes terrestres d'autres astéroïdes d'une taille un peu plus petite, quelques centaines de kilomètres de diamètre. Et là, on s'est aperçu que non, en fait, plutôt que d'avoir une planète qui manquait, on avait des tas de petits corps. Et ces petits corps, en fait, étaient le résultat d'une planète qui n'a jamais réussi à s'agglomérer. Parce que pour des raisons un peu longues à expliquer, Jupiter s'est formé très vite, Mars aussi, et donc entre les deux, le matériau était tiraillé d'un côté par Jupiter et de l'autre par Mars, et donc lorsqu'ils rentraient en collision les uns avec les autres, plutôt que de s'agglomérer, ils se détruisaient, et donc on a cette ceinture d'astéroïdes, qui sont donc ces petits bouts de cailloux, qui ont des formes variées, et des tailles variées, et on le verra plus tard lorsqu'on parlera des missions spatiales, des structures géologiques aussi très variées. Oui, effectivement. Et en termes de composition minéralogique, cela donne quoi, ces astéroïdes ? Alors, effectivement, en fait, à partir du moment où on a commencé à les observer, ce que l'on observe initialement, c'est la luminosité
qu'ils ont et qui vient de la surface, leur surface, la lumière qui réfléchit sur leur surface. Et à partir de cette luminosité, eh bien, on peut en estimer une taille. C'est pas direct parce que ça dépend de la fraction de lumière réfléchie. Un objet petit et très brillant, eh bien, il aura la même luminosité qu'un objet gros et très sombre, et pourtant ils n'ont pas la même taille. Donc il faut un autre élément pour vraiment savoir la taille. Mais à partir de là, on a commencé à les observer aussi dans différentes longueurs d'onde. Puisque la lumière est en fait un rayonnement électromagnétique qui est émis dans différentes longueurs d'onde, et puis il y a certaines signatures d'éléments en fonction de la longueur d'onde qui est réémise de la surface des astéroïdes. Et donc on a fait ce qu'on appelle de la spectroscopie. Donc on a regardé dans quelle longueur d'onde les lumières des astéroïdes étaient réémises. À partir de là, on a pu commencer à identifier que certains astéroïdes étaient plutôt silicatés, avec une présence d'olivine et de pyroxène, donc des matériaux vraiment rocheux, avec des minéraux qui se condensent à haute température, et puis des astéroïdes qui sont plus primitifs, plus sombres, avec potentiellement du carbone et aussi la présence de minéraux hydratés, c'est-à-dire des minéraux qui ont vu l'eau. Et donc là, on a commencé à se dire, ça c'est très intéressant parce qu'il y a une grande variété de compositions sur la base de ces observations. Oui. Et on trouve aussi bien des roches, des métaux, du carbone, de la matière organique, de l'eau. Donc ces objets sont très très riches et recouvrent finalement l'ensemble de la minéralogie que l'on pense être présente à l'origine dans le système solaire. D'accord. Et donc vous vous basez là sur des données qui proviennent de la surface de ces astéroïdes? Oui, parce qu'en fait, les observations depuis la Terre ne font que mesurer la composition de la lumière, en fait, les longueurs d'onde réémises depuis les premiers micromètres de surface de l'astéroïde. Et encore, même, c'est un astéroïde dans l'espace, ça n'est qu'un petit point quand on l'observe. Donc, c'est moyenné sur toute la surface. Donc, ce qui nous manque, c'est d'avoir la composition en détail, même sur la surface, et bien sûr, la composition à l'intérieur. Parfois, la couverture d'un livre ne vous dit pas ce qu'il y a dedans. Et donc, les données qu'on a des observations depuis la Terre sont limitées aux informations très sommaires qu'on reçoit de la surface, en plus soumises quand même à certaines calibrations. Dans certains domaines de longueur d'onde, c'est très compliqué d'observer depuis la Terre parce qu'on a l'atmosphère qui prend une partie du rayonnement. Donc voilà, il y a toute une étape de calibration, d'interprétation des données qui est extrêmement complexe. Mais cela dit, grâce à ça, on a quand même pu, parce qu'on peut le faire sur un grand nombre d'objets, depuis la Terre, on n'est pas limité. C'est pas comme qu'on envoie une sonde pour voir un astéroïde. Malheureusement, on n'a pas des budgets qui permettent d'envoyer des milliers de sondes. Avec les télescopes terrestres, on peut faire une statistique sur toute la population. Et on le verra plus tard, c'est comme ça qu'on a pu classer les astéroïdes sur la base des observations terrestres dans des classes qui représentent leurs différences en composition. Très bien. Eh bien, rendez-vous au prochain podcast où nous exposerons plus en détail ce que l'on sait des astéroïdes sur la base des observations depuis la Terre. Merci Patrick Michel. Merci.